fois, ils sont un peu spéciaux. Ils ont peut-être sous-estimé leur propre culture. N'addormentati per pena, o vidola di mamma, perché mi n'aiutanda. Au berceau déjà, la mère prend soin de l'éducation de son enfant, ce qui est énorme. Elle n'attend pas que l'enfant aille à l'école, qu'il aille dans les rues. Non, au berceau. Au berceau déjà, du moins, elle pense ça. Tu aimeras ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Tu ne feras pas de vilaines choses. C'est tout dans sa tête. L'enfant ne comprend rien. E di già un comincio d'educazione. E l'educazione in vita è tutto. Non ci sono mica che ricchezze. C'è l'educazione che vale più che tutto. Oh, ciucciarella. Savez-vous que lorsqu'une mère berce son enfant, elle a des projets dans la tête déjà. La femme corse, elle est très ambitieuse. Autre que d'apporter le sommeil, elle apporte dans le berceau un tas de choses, comme si c'était une fée qui venait avec sa baguette magique. Elle n'a pas d'âge, Marie. Marie à la Corse. Comme elle, depuis toujours, les mères et grands-mères ont fait des rêves merveilleux pour leurs enfants. Comme pour conjurer le mauvais sort d'une histoire tumultueuse, marquée par les épidémies, les invasions, les révoltes. La Corse, cette montagne entourée d'eau, à la fois inviolable et accueillante, rude et tendre, a façonné les hommes à son image. Des hommes venus au cours des siècles de tout le bassin méditerranéen, ou même de plus loin. Ils n'ont fait que passer ou sont restés, imprimant alors leurs strates dans le schiste et le granit de cette île, dans la mémoire des hommes. Aujourd'hui, de cette longue histoire, il ne reste souvent que des idées reçues, des clichés peu avantageux pour ses habitants. Il était donc tentant de dire ce qu'on ne sait pas ou qu'on a oublié, de dire ce qu'on sait mais qu'on ne dit pas. Il était tentant de débusquer dans le maquis de l'histoire et des idées ce qui a fait la Corse et les Corses. Les traces laissées par les premiers habitants de l'île nous disent que leur société était agro-pastorale et guerrière. Les textes anciens parlent d'un peuple hostile ou hospitalier selon les visiteurs. Parlons-nous d'hier ou d'aujourd'hui? Sur la question de l'hospitalité, il y a deux niveaux. Il y a le niveau entre les personnes et il y a le niveau entre les pouvoirs. Pour ce qui concerne le niveau des personnes, c'est un vieux statut juridique qui fonctionne sur un lien construit. La personne qui arrive doit comprendre qu'elle est accueillie chez quelqu'un qui lui fait un don, il fera un contre-don lorsque l'appareil se produira, mais en tous les cas, il y a à ce moment-là quelque chose de fondamental, se crée et est mis en valeur et est affirmé comme une valeur, l'égalité entre les êtres. Être corse, c'est donner un morceau de pain à celui qui a faim. C'est ouvrir sa porte. C'est demander à celui qui souffre: chi t'ha? Di chi t'ha bisogno? T'ho vrito. T'ha fame. Aimer les siens. Aimer ses ancêtres. Aimer sa terre, mais l'aimer de ses tripes. C'est ne porter préjudice à personne. C'est respecter la liberté des gens. Ce principe d'égalité, auquel de tout temps les Corses seront attachés, se manifeste déjà dans l'histoire d'Aléria, la plus ancienne des cités. C'est la capitale de la Corse antique, c'est-à-dire que c'est une ville qui, à un moment donné, a attiré, et ça ce sont les dernières études qui l'ont permis de le montrer, a attiré des puissances extérieures
et qui, à un moment donné, ces puissances extérieures ont été accueillies favorablement, ce sont les Grecs, et puis à un moment donné, lorsqu'ils ont voulu être politiquement trop forts, eh bien les Corses, avec d'autres puissances internationales, qui étaient les Étrusques et les Carthaginois, les ont mis dehors. Les ont mis dehors, pourquoi? Parce que justement, ils changeaient le statut de cette ville que les Corses avaient construite pour être insérés dans le réseau des échanges de la Méditerranée. Ça se passait au VIe siècle avant Jésus-Christ, entre les années 560 et 500 à peu près. Une aubaine pour Rome, à seulement 2 jours de galère des côtes corses. Une Corse où abonde le gibier, l'eau, le bois, richesses qui susciteront des siècles de convoitise. Pourquoi une île, comme celle de Corse, a refusé la présence romaine pendant 150 ans? Ce n'est pas lié uniquement, comme on le dit dans les textes, à la sauvagerie des habitants, parce qu'un sauvage, malheureusement, c'est celui qui se fait battre tout de suite. Quelqu'un qui construit une guerre de résistance de 150 ans, c'est forcément quelqu'un qui a des appuis et qui a des forces en lui extrêmement construites pour pouvoir résister. Dans un pays de tradition orale, l'espace-temps n'est pas balisé. L'histoire n'est ni proche ni lointaine. Elle est là, mémoire vivante, et inspire demain. Des proverbes d'aujourd'hui évoquent encore Aléria. C'est un laboratoire de la domination. Laboratoire de la domination, pourquoi? Parce que la ville d'Aléria, c'est une ville qui va porter dans son urbanisme toute l'histoire de la présence romaine en Corse. La présence romaine en Corse commence par une volonté de présence à l'échelon international. Il s'agit de chasser Carthage des îles. Il y a quelque chose de fascinant à Aléria, c'est que nous avons tous les grands chefs militaires de Rome, Sylla, Pompée, César, Octave, qui sont là, qui agissent, et qui agissent pour leurs intérêts, pour leur destin, bien évidemment, mais qui agissent sur le site. Pourquoi? Parce que c'est au cours du 1er siècle que la ville est un point d'appui, non seulement pour tenir la Corse, mais en fait pour être présent politiquement à Rome. Quand on lit Tite-Live et quand on note les chiffres que donne Tite-Live, qui est un historien tout à fait rigoureux et qui ne rêve pas, il dit que chaque fois qu'un consul romain arrive en Corse, il arrive avec 2 légions. Une légion, c'est 5500 hommes. 2 légions, c'est donc 11 000 soldats, 11 000 fantassins. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme parce que cela veut dire que 11 000 fantassins, cela suppose aussi toute l'infrastructure derrière. Cela fait donc une armée en campagne d'au moins 20 000 personnes. Parallèlement à la Légion, nous avons 50 navires qui croisent au large de la Corse. 50 navires, qu'est-ce que ça veut dire? Quelquefois, ce sont des trirèmes. Des trirèmes, c'est 150 soldats d'infanterie de marine, je dirais. Mais il y a une époque où ce sont des quinquérèmes, c'est-à-dire des navires à 5 rangs de rames. Là, c'est plus 150 soldats, c'est 300. Ce qui veut dire que les Corses sont aussi présents en mer. Nous avons donc ces légions, nous avons ces navires et nous avons des cavaliers. Nous avons des cavaliers et ces cavaliers, généralement, ils sont de l'ordre de 300. Si on amène des cavaliers, c'est qu'il y a en face des cavaliers. Et que donc, lorsque Tite-Live nous parle de batailles rangées contre les Corses, qui se terminent d'ailleurs généralement avec un nombre de tués importants, qui sont de l'ordre de 6 000 à 8 000 morts, aussi bien en Corse qu'en Sardaigne, ce qui est considérable. Cela suppose qu'il y a eu des batailles qui ont été construites comme étant des batailles classiques, comme de grandes batailles. Du temps de l'Antiquité, il n'y avait pas d'esclaves corses pratiquement, parce qu'on disait ils ne se vendaient pas cher, les Corses, sur les marchés romains, parce qu'ils ne voulaient pas travailler. Mais ce n'était pas par fainéantise, c'était par fierté. Donc le Corse refusait de servir donc un Romain, quel qu'il soit, un patricien romain. Et donc ils ont toujours aspiré à ce besoin de liberté, et qu'ils continuent bien souvent aujourd'hui à défendre. Après la chute de l'Empire romain, nous entrons dans ce que l'histoire appelle les siècles obscurs. Déferlent en Méditerranée les peuplades du Nord, Vandales, Ostrogoths, Lombards. La légende raconte qu'ils furent précédés en Corse par l'apôtre saint Paul. Les Corses deviennent chrétiens parmi les premiers
peuples de Méditerranée, les Corses deviennent romains, c'est-à-dire restent très proches de Rome. Les Corses se tournent vers l'Europe que j'appellerais italienne et septentrionale et abandonnent leur côté qui existait au temps de Rome, leur côté africain. Tous ces peuples qui ont frappé à la porte des montagnes corses étaient porteurs de leur culture et de leur religion. La Méditerranée est le berceau des 3 grandes religions monothéistes. L'île en a été imprégnée. La Corse, il y a peu de gens qui savent, mais a été terre d'islam pendant quelques dizaines d'années, voire un siècle et demi, disent certains. Peu importe, les légendes et la tradition orale rapportent le fait en disant, voilà, la partie islamisée de la Corse n'est pas, contrairement à ce que l'on croit, la partie littorale, mais l'intérieur. Donc, islamisation de l'intérieur. Bien, à l'époque de Charlemagne, il y a une première expédition, à ma connaissance, en 807, qui vient rechristianiser la Corse, tout simplement parce que à partir de Corse, les musulmans faisaient des raids à Rome directement et la papauté était menacée. Donc il fallait débarrasser le monde chrétien de cette verrue qu'était la Corse juste en face de Rome. Entre le 7e siècle et le 9e siècle, la question de la religion est en débat. La question de la religion est en débat puisque toute l'Espagne devient musulmane, toute l'Afrique du Nord devient musulmane, la Sicile devient musulmane, le sud de l'Italie devient musulman, et tout l'Adriatique, lui aussi, connaît une présence musulmane extrêmement forte. Qui fait de la Corse le premier terrain islamisé, la première terre islamisée, reconquise sur l'islam, et on a là la matrice des futures croisades. Il y a eu un refus de l'islam, mais que c'est un refus, comme tout, chaque fois qu'on refuse de changer de religion ou lorsqu'on décide de s'investir dans une religion, eh bien c'est un refus qui s'appuie sur une représentation du monde, sur quelque chose qui ne convenait pas à la société corse. Ce qui est important dans la société, la première société islamique, c'est que c'est une société qui se construit, et toute l'Andalousie le montre parfaitement bien, d'abord par un château, l'Alcazar, le lieu de César, le lieu du pouvoir, donc le pouvoir, le château, et autour de l'Alcazar, d'une ville fermée de remparts. Les Corses sont des gens de l'espace qui n'aiment pas les remparts. Les Corses sont des gens qui ont construit, un peuple qui a construit son histoire sur des lieux d'habitat qui sont ouverts. Les villages sont des lieux ouverts. Pépin le Bref et Charlemagne avaient fait cadeau de la Corse à la papauté. Et c'est ainsi qu'au gré des alliances et mésalliances de l'Église catholique romaine, la Corse verra son administration confiée à la République de Pise, puis de Gênes, avec un intermède au royaume d'Aragon. On a toujours dit que l'histoire de la Corse était une histoire qui était inscrite dans le monde italien, c'est-à-dire Ligure, Gênes, Italie, Rome, etc. Certes, mais on oublie une chose, c'est que l'Espagne a joué un rôle fondamental dans l'histoire moderne de la Corse. Les communautés espagnoles jouent un rôle extrêmement important dans l'île, et il est bien évident que dès que l'Espagne est présente sur un territoire, du fait du statut des communautés juives dans l'Espagne d'avant l'Inquisition et d'avant la Reconquête, il est bien évident qu'il y a eu des circulations des hommes et des groupes humains. Dès le XIIIe siècle, des familles juives se sont installées dans les villes du littoral pour promouvoir le commerce. Elles seront très nombreuses après la chute de Grenade en 1492. Un an plus tard, une colonie juive a ainsi contribué à créer Ajaccio. Cette tradition se poursuivra jusqu'au XVIIIe siècle, même au-delà. Des noms de famille comme Pagani, Paganil, etc., viennent d'une appréciation au départ négative, même si par la suite, ces gens se sont parfaitement intégrés à une population. Ils sont devenus des Corses à 100%, certains même ignorant
l'origine de leur patronyme. Pour être complet, il ne faut pas oublier le rite orthodoxe amené par les Grecs au XVIIe siècle et toujours célébré de nos jours à Cargese. Tout fout le camp, pensent quand même les anciens. N'est-ce pas, Maria? Dans le temps, on se mettait des citrouilles sur la tête, on faisait des yeux, le nez, la bouche, et on faisait le tour du village en chantant Testa da morte lume violino, testa da morte lume violino. Et les gens nous donnaient des noix, des figues, des prunes, des pêches sèches. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent des masques avec des dents de travers, on dirait des sangliers. Et ils vont frapper aux portes à n'importe quelle heure de... Mais on n'avait pas besoin que ça vienne d'Amérique, ça. I morti sono i morti, on doit les respecter. Qu'est-ce que ça veut dire, faire une fête au moment des morts? Les Corses ont une façon bien à eux d'être religieux, même s'ils le sont profondément. La religion catholique n'a pu mettre fin à des rituels païens, toujours souterrains, comme le fait de conjurer le mauvais œil, l'occhio. On voit très bien qu'il y a des archaïsmes religieux importants, contre lesquels l'Église va être obligée même de lancer à un moment donné des missions. Il faut savoir que la Corse a été terre de mission au XVIIe siècle. On envoie des gens parce qu'on se rend compte que on ne fait pas les mariages, on n'organise pas les mariages, tout simplement. Il y a tout un lot de concubinaires en Corse, notamment dans la piève du Niol, donc la piève très montagneuse de l'île, et puis dans toute une série de zones de l'île, eh bien, on ne pratique pas la religion comme on devrait la pratiquer. Et on voit très bien, c'est une des nombreuses missions auxquelles la Corse a eu affaire. Elle avait déjà eu affaire à des missions franciscaines, elle a eu affaire aux jésuites, elle a affaire aux lazaristes, c'est-à-dire qu'en fait, on a véritablement là quelque chose qui est jugé différent. Autre croyance, héritée de la nuit des temps et empreinte de chamanisme, la figure redoutée du Mazzeru. Ses rêves l'entraînent dans une chasse nocturne où il tue l'incarnation animale d'un autre villageois dont il annonce la mort prochaine. Vous savez de quoi vous auriez pu parler, Daniel, pour donner un petit peu de... pas de politique, ça. Les magouillards et la magouille. Vous auriez pu parler de choses, de la cérémonie des morts. Bien sûr, Maria, que nous allons en parler de cette relation à la mort, tant ici elle se mélange à la vie. Vous avez vu nos cimetières? Nous ne cachons pas nos morts, ni ne les enterrons sous des croix que l'on discerne à peine les unes des autres. Nous ne dispersons pas leurs cendres aux quatre vents. Mourir ici, c'est être honoré. C'est devenir plus grand que la vie. Pensez au silence. Pensez au poids de l'air. C'est le poids des morts. Le poids de ceux qui sont venus avant nous. Vous l'avez senti. J'ai vu que vous l'aviez senti. Quant aux complaintes funèbres, les voceri, elles étaient qualifiées de coutumes mauresques par l'Église. In fondo di lume gori, un cielo mai più pace. Ma per me lume vidolo, oggi ne porto l'odolo. Ma non straccia tu le garri, ma ne polsa tu vuoi. Il nous manque quelque chose. Il nous manque le voile. Et vous ne vous en êtes même pas aperçu. Si, ben oui, mais je savais pas que vous alliez en chanter un. In fondo di lume gori, non ci può mai più pace. Ma va, vedi a spiegare ciò che devo occhio. C'est quelqu'un qui pleure son mort. S'il est mort de mort naturelle, la complainte est douce, gentille, affectueuse. Il n'y a que des louanges.
Mais si par malheur, c'est une mort accidentelle qui n'est pas naturelle, alors à ce moment-là, il y a les cris stridents, il y a les cheveux lâchés, il y a le regard qui est tout autrement, il y a les cris tellement forts que vous sentez transpercé. E tanto è un cosa, si può dire, di malamorte. Tutti vi dicono che sono stati tombi di malamorte che hanno abbadattato, quei di culani sono stati enti che hanno domandato indetta. La vendetta, nous en parlerons plus tard, car au particularisme religieux, il convient d'ajouter des singularités politiques et sociales. Les Corses, décidément, ne font rien comme tout le monde. C'est flagrant quand s'instaure dans toute l'Europe la féodalité et ses trois ordres. Ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. Le système féodal n'a pas pu s'installer en Corse et que le servage qui va avec n'a jamais pu être implanté pour des raisons, je dirais, immédiatement géographiques. Hein, comment attacher à une terre un individu qui, tout au long de l'année, n'a pas d'adresse? Pour que le Corse ait une adresse, il faut arriver à la deuxième moitié du XXe siècle. Jusque-là, l'hiver, il est en plaine, l'été en montagne. Un coup, c'est le jardin à mi-hauteur, un coup, c'est le blé à droite ou à gauche. Et l'individu se déplace tout le temps. Donc, il est incontrôlable. Ça, c'est un des freins à l'instauration des seigneuries classiques qui nécessitent le maintien de l'homme sur place. La société corse est une société qui est beaucoup plus égalitaire et à la fois aristocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment trois ordres. Il y a un clergé, mais un clergé qui est toujours du côté du peuple et qui n'est pas du tout un clergé comme en France qui prélève donc des impôts importants et qui n'est pas toujours très bien vu au moment de la Révolution française, notamment le haut clergé, les évêques, qui n'est pas très bien vu par le tiers-état. Et en Corse, on n'a pas cette coupure entre noblesse et tiers-état, on a plutôt une solidarité corse face à un ennemi, disons, entre guillemets, et cet ennemi, c'est l'étranger, c'est l'extérieur. Et ceci a donné une solidarité au peuple corse. Seuls dans la montagne ou en groupe, face à l'envahisseur, les Corses sont obligés de se défendre. Et pour cela, il faut être armé. Le Corse a traversé le Moyen-Âge en homme libre, sauf exception très rare. Et bien entendu, le signe évident de l'homme, je dirais, qui est doté de liberté, c'est le droit de porter une arme. Dans cette Europe féodale, ravagée par les famines, la peste et les guerres de religion, les révoltes paysannes se généralisent. Elles échouent partout, sauf en Corse. Un anti-héros du nom de Sambucuccio, d'Alando, symbolise ce qu'il faut bien appeler une révolution sociale en profondeur. Jamais en Europe elle n'avait eu d'équivalent. Jamais elle n'en aura après. C'est un fils du peuple, en ce sens qu'il apparaît toujours dans la documentation comme le représentant de la collectivité, de la communauté, de la commune, à Tardio Comune, et il n'est jamais individualisé, surtout pas avec un titre de préséance. Il y a une volonté d'éradiquer complètement la seigneurie. Et effectivement, dans les années qui viennent, alors c'est un petit peu l'erreur qui a été commise, c'est de dire il y a une terre à des communes et une terre à des seigneurs, donc la terre à des seigneurs n'a pas connu l'éradication de la seigneurie. Pas du tout. La seigneurie a été enlevée absolument partout. Le problème, c'est que dans un deuxième temps, dans les années en 1357-1358, il n'y a plus de seigneurs. En 1375, à peu près, eh bien, on a une réinstallation dans une partie de l'île, qui est la partie sud, aidée par l'Aragon, parce qu'il y a le jeu des pouvoirs entre Gênes et Aragon, et à partir de ce moment-là, il y a renaissance d'une féodalité qui n'est d'ailleurs pas forcément la même que ce qui avait préexisté. En France, le peuple ne fera sa révolution que 4 siècles et demi plus tard, lorsqu'il sera à son tour armé, conséquence de la prise de la Bastille. Mais les terres ne seront jamais propriété collective. Reste que cette liberté des Corses, très tôt conquise,
eut aussi ses effets pervers. Si les terres sont collectives, la justice, elle, reste privée. Elle est régulée par l'honneur, dont les femmes corses sont les garantes. La femme corse transmet les valeurs ancestrales, dont celle de l'honneur, la valeur qui est fondamentale dans la société corse. Et elle va même jusqu'à rappeler aux hommes qu'ils doivent venger leur mort, ce qu'on appelait le rimbecco, du terme issu des archives de Gênes. C'est tout simplement l'incitation à la vengeance, qui vaudra d'ailleurs aux femmes d'être punies par plusieurs gouvernements de prison. La vendetta n'était pas une justice froide. Elle avait gardé le sens de la terre. Avant, quand quelqu'un était tué, on marquait l'endroit exact où il était tombé avec des pierres et des branches. Et chaque fois que quelqu'un passait, il jetait à son tour une pierre sur le tas qu'on appelait umutio. Et le mutio grandissait. Grandissait et exigeait que l'on se souvienne de la personne et qu'elle soit vengée. La Corse est à la périphérie d'un État. Elle est à la périphérie de l'État génois, elle est à la périphérie de l'État français. Et à la périphérie, on le sait bien, l'État est moins fort, avec une tendance à procéder par à-coups. Et ça, c'est très net dans l'histoire de la Corse. Vous avez un certain laxisme, le mot est peut-être exagéré, des périodes donc, de faiblesse de l'État, des périodes de laisser-aller, et puis des périodes où il y a une très grande rigueur, mais pendant un faible laps de temps. Et donc cette politique en zigzag favorise des déviances, et notamment la vendetta, qui est finalement une façon de régler les problèmes en dehors de l'appareil étatique. L'honneur du groupe, tel est le ressort profond de la vendetta. Chacun, dans le cercle de l'offensé, s'en trouve atteint. L'offense sera vengée par un clan contre l'autre. Pour mettre fin à ce va-et-vient meurtrier, il était fait appel à des paceri, sorte de sages au-dessus de la mêlée, juge de substitution d'un État absent, qui ne remplit pas ses fonctions essentielles de défense et de justice. En Corse, ce n'était pas tellement la possession de la terre qui était importante, c'était la possession, le nombre d'hommes armés. Et ces hommes armés pouvaient donc s'emparer de troupeaux en particulier. Donc on avait des conflits entre les Ornanes et les Istrias pour s'emparer donc des troupeaux de l'un ou l'autre clan. Et c'est encore vrai jusqu'à Napoléon d'ailleurs. Napoléon dit, ce qui faisait l'importance de la famille de ma mère, c'est qu'elle avait 50 cousins germains. Les Génois ont appliqué à la Corse une loi qu'on connaît bien, qui est la loi de tête pour tête, c'est-à-dire tu as tué quelqu'un en représailles. Donc les autres se sont mis au maquis, hein, celui qui a tué est parti au maquis, et celui qui part, qui se met au maquis, eh bien il se trouve dans une situation un peu amusante, c'est que d'après la loi en question, il suffit qu'il tue un autre bandit de crime équivalent pour qu'il puisse ressortir du maquis. Hein, il aura payé, en fait, c'est le système des primes, donc il ramène la tête, donc pour ça qu'on dit tête pour tête, hein, il ramène la tête d'un autre bandit et il sort du maquis. Alors avec ce système-là, tout est possible. On peut tuer des bandits qui ont à voir, des bandits qui n'ont rien à voir. Il y a toutes sortes de débordements qui apparaissent, et on voit très bien comment les gens qui se servent de la vendette peuvent, y compris, récupérer le système de la justice pour faire autre chose et mettre vraiment la justice complètement hors du coup. Le chiffre de 29 000 morts, ou 28 ou 29 000 morts, qui a été donné par Gênes pour expliquer pendant une courte période, une trentaine d'années, ça fait à peu près 800 morts par an, c'est un chiffre complètement aberrant. Il a été donné en 1715 par les Génois pour une raison toute bête, c'est qu'ils voulaient obtenir de la population le désarmement de la population, et contre le désarmement de la population, un impôt particulier qu'on appelle les duiseini, qui va déclencher en fait la révolution de Corse en 1729. Donc en fait, dans la réalité, il fallait grossir le nombre des décès, et on l'a fait tout simplement, on a confondu le nombre des délits avec le nombre des décès, ce qui n'a absolument rien à voir. Si j'avais obtenu 800 morts par an, très sincèrement, il n'y aurait plus de population corse. Le chiffre réel de tués par vendetta n'excède pas 250 par an. Autant toutefois qu'au Far West américain à la même époque. Pascal Paoli et la Corse indépendante héritent de cette situation catastrophique.
lorsque la Corse s'émancipe de la République de Gênes, Pascal Paoli poursuit en quelque sorte, éradique en particulier la vengeance privée, la vendetta, qui allait être une période très dure de justice extrêmement sévère. La personne passible en quelque sorte de la peine de mort, avec les maisons rasées, les arbres arrachés, enfin c'était quand même une période très très difficile. Mais qui a eu ses effets, puisque effectivement la vendette a été très profondément éradiquée dans cette période-là. Et après on retrouve une période beaucoup plus compliquée d'analyse, où les rémanences de cette vieille tradition de la vendette réapparaissent pendant le 19e siècle et se poursuivent même, sont encore présents même dans le 20e siècle et sont encore immanents, là, sont un petit peu immergés, je dirais, dans l'inconscient collectif insulaire. La vendetta, à l'origine, vient vraisemblablement des Germains, c'est-à-dire des tribus qui descendaient du nord. Elle s'est implantée un peu partout parce qu'elle correspond tout simplement au mode de vie humain quand il n'est pas structuré en État. Et ça a perduré dans les sociétés méditerranéennes, tout simplement parce que les sociétés méditerranéennes étaient énormément influencées par leurs racines montagnardes. La plus belle histoire de vendetta, si je vais choisir, bon, j'hésite entre les Buonaparte et Pozzo di Borgo, qui a quand même enflammé l'Europe entière, mais je prendrai celle de Sampiero Corso. Parce qu'on y trouve d'abord tous les ingrédients, c'est-à-dire souvent l'acte de début d'une vendetta, c'est un homme qui se marie avec une femme de meilleures conditions. Là, on trouve avec les Ornanes exactement ça. Ensuite, on s'aperçoit que Sampiero, dès le moment où il part de Corse, est quelqu'un qui explose littéralement. C'est-à-dire qu'il y a l'épisode avec Jean de Médicis, le dirigeant des condottieri et Florentin. Ensuite, son arrivée dans l'armée française, où il passe au service donc, de Henri II, roi de France, et il devient colonel des armées. Et il a toujours cette hantise dans la tête, c'est revenir chez lui et devenir le plus grand chez lui. Sampiero, c'est ça. C'est un personnage qui est à la fois un féodal, qui connaît bien par contre le monde de son temps, et qui passe de l'un à l'autre avec une dimension qui est une dimension de rêve. Il y a dans l'action de Sampiero, il y a le rêve féodal et puis le rêve simplement peut-être d'un jeune garçon qui a quitté son village à un moment donné, qui découvre et qui a découvert Florence, qui a découvert Rome, qui a découvert la cour parisienne, etc. Je veux dire, qui est un homme totalement de son temps. Sampiero, c'est un personnage fantastique qui se situe en plus dans une époque fantastique, parce que c'est le moment au XVIe siècle où en Méditerranée, il y a trois grands partenaires qui sont le français, l'empereur qui est en même temps roi d'Espagne et le sultan. Et il est évident que le français, le Valois, donc François Ier puis Henri II, se trouve dans une situation très difficile parce qu'il est pris quelque part en sandwich entre le roi d'Espagne et l'empereur, c'est-à-dire la même personne, qui est Charles Quint. Et donc le français a besoin d'un appui sur les frontières de la Hongrie, il a donc besoin du sultan. Et donc les Corses ont toujours joué un rôle d'intermédiaire en Méditerranée entre le monde chrétien et le monde musulman. Et par conséquent, Sampiero, qui va être ambassadeur du roi, ambassadeur de Charles IX de Valois auprès du sultan, s'inscrit tout à fait dans cette trilogie France, Habsbourg et Empire ottoman, puisqu'on ne parle pas de Turquie à ce moment-là. Condottière au service des uns et des autres, Sampiero n'oublie jamais son rêve corse. Il s'empare de l'île une première fois au profit du roi de France Henri II. Et quand, par le jeu des traités de paix, la Corse redevient génoise, Sampiero cherche à la reconquérir pour lui-même. Après une guerre sanglante, il est tué dans une embuscade organisée par la famille de sa femme, Vanina d'Ornano. Vanina, que Sampiero avait étranglée de ses propres mains peu de temps auparavant, l'avait-elle trompée, trahie au profit de Gênes ? Shakespeare, qui s'inspira de cette tragédie pour écrire son Othello, n'apporte pas la réponse. Mais l'essentiel est ailleurs. La fin de Sampiero laisse la Corse orpheline d'un homme et orpheline d'une démarche qui aurait pu se concrétiser. Bien sûr, il n'est pas question d'indépendance avec Sampiero Corse, parce que ça n'a pas de sens. Hein. Mais la notion de patrie, la notion fait que la nation corse émerge. À l'époque de Sampiero Corse, ça commence à émerger et elle ne cessera plus d'émerger et de s'implanter et de s'officialiser comme on le constate encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être la fin de ce processus qui a commencé il y a 5 siècles.
la légende de Sampiero est encore dans tous les esprits quand la révolte contre Gênes se généralise. Mais les chefs corses, comme toujours, sont profondément divisés. Ils vont se réconcilier autour d'un personnage, Théodore de Neuhoff, rapidement intronisé Théodore Ier, roi de Corse. Son règne fut bref, 9 mois, mais suffisant pour laisser son empreinte. C'est vraiment un personnage un petit peu étonnant qui est couronné avec un sceptre qui n'est pas d'or, une couronne qui n'est pas d'or en 1736. Mais là aussi, il faut resituer l'épisode de Théodore dans une conjoncture qui est absolument extraordinaire. On est en 1736, c'est l'époque des grands philosophes, c'est l'époque de Montesquieu, c'est l'époque où la Corse, quelque part, porte la démocratie et c'est le moment où la Corse s'impose un peu comme la première nation au monde. On trouve ce terme de nation corse dans les archives du XVIIIe siècle. Et donc Théodore, il arrive de l'étranger. C'est aussi un moyen pour les Corses de se rassembler autour d'une personnalité en dehors de tout clan. À l'époque, on ne trouvait pas ridicule, comme on pourrait le trouver de nos jours, qu'un Allemand essaie de faire une carrière politique dans un pays où a priori il n'avait rien à voir. D'autant que les aventuriers de ce type qui ont servi plusieurs maîtres en Europe et puis qui finalement essaient de faire carrière eux-mêmes sont très nombreux. C'est loin d'être le seul. On est à une époque où on redécouvre la démocratie et le seul modèle qu'on en ait, c'est l'Antiquité, où très souvent on fait appel à des législateurs étrangers en pensant qu'ils seront moins liés à des intérêts privés dans le pays concerné. Il dit voilà, les hommes naissent libres et égaux en droit et en devoir. Il sort les femmes des couvents, parce qu'avant on mettait l'aîné de chaque fille dans les couvents. Il les compare aux terres en friche qui existent en France. Il dit donc qu'il faut les sortir des couvents. Il bat la monnaie, il crée une monnaie. Il supprime la peine de mort. Qui oserait à l'époque, dans les royautés, se dire on supprime la peine de mort parce qu'elle ne sert à rien, elle n'est pas exemplaire, etc. Et lui, il explique. Lui, il explique. En disant c'est le poumon de la barbarie, la peine de mort. C'est quand même assez extraordinaire. N'oublions pas, nous sommes en 1736, il ne faut jamais oublier cela. Donc on va très loin, je dirais, dans le système. Il lève un impôt sur la fortune, en disant c'est la part de blé que les riches doivent aux pauvres. Il crée l'université. Le principe de l'université, ce n'est pas Paoli, c'est lui. Et voilà un petit peu, donc, je dirais, sur toute la valeur du commerce, il rajoute que le commerce est une valeur fondamentale, mais qu'elle doit servir le bonheur des hommes et non pas en faire les esclaves du commerce. Et ça, je dirais, c'est complètement nouveau, c'est un langage complètement nouveau. J'ai toujours regardé la peine de mort, universellement reçue dans les sociétés, comme un sacrifice que la nature humaine a été obligée de faire à la nature humaine. Sacrifice arraché par la nécessité et dont on augmente l'injustice et la dureté par un abus que je déplore et qui est de tous le plus condamnable. Dans l'origine du droit, il est impossible de regarder la puissance de vie ou de mort comme légitime. Théodore de Neuhoff, bien sûr, est un homme des Lumières, et en particulier l'affirmation dans tous ses textes de la liberté de conscience, que visiblement il impose lui-même à ses partisans en Corse, qui n'y sont peut-être pas hostiles, mais enfin qui jusque-là ne se sont pas posé la question du tout, qui sont des catholiques tout à fait traditionnels et qui n'ont pas envisagé, par exemple, le cas où des juifs pourraient vouloir pratiquer leur religion en Corse. Donc là, c'est vraiment une action de Théodore lui-même. Théodore partit chercher de l'aide auprès des cours européennes, une aide qu'il n'obtint jamais. Aux prises avec des Génois soutenus par les troupes du roi de France Louis XV, les chefs corses, découragés, demandèrent l'abdication de leur roi. Un roi républicain arrivé trop tôt pour la République et trop tard pour la royauté. Théodore partit en exil à Londres, où il mourut dans la misère en 1756. Mais un an auparavant, un jeune général, Pascal Paoli, avait fait triompher la révolte contre Gênes et proclamé la Corse indépendante. Quand il prend la Corse à plein bras, Paoli ne pense pas qu'à la politique. Il y a la Constitution, certes, qui crée une nation, mais il y a tout à faire. Il y a l'économie d'un pays à redresser. Il y a une université à créer et au-delà de l'université, des écoles à faire vivre. Il y a un port, celui de l'île Rousse, qu'on va faire construire. Il y a des constructions navales pour que la Corse puisse
exporter ses produits et peut-être en mettant quelques bouches à feu sur les chebecs de l'époque, on pourrait aussi tenir la dragée haute au bateau génois. Tout cela, c'est Paoli qui l'a dirigé, qui a conçu ce programme. Les philosophes ont admiré considérablement les Corses et l'attitude des Corses au XVIIIe siècle, du temps de Paoli. On oublie toujours de dire que des gens comme Rousseau, par exemple, qui avait été sollicité pour écrire la première constitution donc de la Corse, des gens comme Grimm, des gens comme le grand despote éclairé Frédéric II de Prusse, étaient tout à fait admiratifs des Corses, et que les Corses attiraient des gens qui venaient de l'étranger, qui venaient de très loin. Par exemple, Boswell, il était écossais, Boswell est le premier à être venu faire un tour de l'île et à admirer Pascal Paoli. Et on oublie souvent qu'en Corse, bon, les élections sont très anciennes, que les femmes votaient depuis très longtemps, et qu'il y avait des acclamations publiques sur des places comme celle-ci, devant les églises pour les élections de pairs de la commune, des podestats, et que finalement il y avait une tradition démocratique qui est extrêmement ancienne dans l'île. Et ceci faisait l'admiration de gens comme Montesquieu, bon, à l'époque de l'Esprit des lois. Le rêve prit fin en 1769, au lieu-dit Ponte Novo, après que la République de Gênes eut vendu à la France une Corse qui ne lui appartenait plus. De ces 15 années d'indépendance, retenons quelques fulgurances oubliées par l'histoire. Et Pascal Paoli est le premier de tous les hommes politiques de l'Occident à dire que justement la communauté juive non seulement doit être acceptée, mais qu'elle doit être acceptée à égalité avec les autres habitants de l'île Rousse. Ce qui veut dire que la Corse indépendante est le premier pays à avoir reconnu le droit au peuple juif d'exercer librement les activités qu'il estimait juste d'exercer dans son histoire. C'est d'ailleurs quelque chose qui a laissé des traces dans la mémoire juive, et qui a laissé des traces, puisque justement, lorsque se met en place les grandes réflexions sionistes pour savoir où installer une terre pour les Juifs, on demande et on s'interroge, est-ce qu'il ne serait pas possible de venir en Corse, puisque la Corse a été le premier territoire où nous avons eu tous les droits de nous installer. Ensuite, bien évidemment, c'est la dimension spirituelle, et c'est Israël et la terre de Palestine qui devient au centre de la revendication, mais à un moment donné, il y a hésitation. Il y a hésitation, pourquoi? Mais parce que tout se passe en Angleterre, et qu'en Angleterre, l'expérience de Pascal Paoli, tout le monde la connaît, que c'est un homme politique extraordinairement important dans l'histoire du XVIIIe siècle. Pendant son exil en Angleterre, sa constitution servira de socle à d'autres émancipations. Pourquoi y a-t-il une corrélation entre Paoli, les pré-révolutionnaires, les Américains? Eh bien, on a cherché longtemps le lien qui s'était créé tout à coup. Puis on l'a trouvé tout simplement. Ces personnages, ces grands personnages de l'histoire, aussi bien les Américains, qu'il s'agisse de Washington, de Jefferson, de Benjamin Franklin et des autres, et chez nous, tous ceux qui allaient devenir les acteurs de la Révolution, ont peu ou prou connu Pascal Paoli. Eh bien, on retrouve la trace, non pas de conversation, non pas d'écrits, de lettres, mais de minutes de ce qu'on appelle dans les milieux maçonniques des tenues. Et il se passe qu'on construit ensemble le programme de deux constitutions. La notoriété de Pascal Paoli est immense partout où circulent les idées nouvelles. Les gazettes de la jeune nation américaine lui consacrent régulièrement des articles. Aux États-Unis, il y a, et c'est assez extraordinaire, 7 villes qui portent le nom de Paoli ou de son pays. Qu'est-ce qu'on pense au début du XVIIIe siècle? On pense que la démocratie, c'est très bien, c'est un régime de l'Antiquité. Et ce n'est plus possible. La Corse fait voir que c'est possible. Bon, on peut répondre, c'est possible, mais dans un pays petit et pauvre. La Révolution américaine, déjà, ce n'est plus un pays petit et pauvre, mais c'est un pays neuf. Donc on peut dire, oui, c'est possible, mais à condition de partir sans tradition très forte. Et la Révolution française, là, ça démontre que c'est possible partout. Puisque si c'est possible dans l'État monarchique le plus ancien d'Europe, avec une dynastie très forte, etc., un roi sacré quasiment,
c'est possible partout. Donc je crois que ce sont ça les étapes, mais évidemment, à mesure qu'une nouvelle révolution arrive, elle efface un peu les autres. Il est sûr que l'américaine et la française, vu la différence d'échelle, ont effacé le poids de la Corse. Mais pendant les 20 ans ou 30 ans entre Paoli et la révolution américaine, je crois que l'impact idéologique de la Corse a été très fort. L'accompagna l'uomo e ci raffredda uno spino. Siamo tutti testimoni di sto tamanto destino. Cette chanson veut dire que c'est un curé, le curé de Goigne, qui est mort après la bataille de Ponte-Novo, qui était la conquête française, la conquête militaire française. Et après, le curé de Goigne, qui n'a jamais voulu se rendre et qu'on a trouvé mort dans une grotte avec ses amis, il y a eu beaucoup de morts en Corse. C'est donc une nation souveraine que la France d'Ancien Régime réduit par les armes. Une nation qui vient d'expérimenter la première constitution démocratique moderne. La pacification, d'abord brutale, se poursuivra jusqu'au milieu du XIXe siècle sous la chape d'une justice militaire, avec un seul intermède, celui de la Révolution française. Pas seulement pour Paoli, mais pour la Corse entière. Il y a un moment qui a été relativement un malentendu. C'est-à-dire que pour les Corses, l'interprétation de 89 en France, c'est en gros, ils ont compris, eux aussi, et ils nous donnent raison. Ils donnent raison à notre lutte passée, et c'est effectivement ce que disent les dirigeants révolutionnaires à Paoli, puisque Mirabeau regrette son rôle dans la conquête de la Corse, Robespierre dit à Paoli, je crois, vous combattiez pour la liberté quand nous n'osions même pas l'espérer, etc. Donc à ce moment-là, c'est une période de lune de miel, puisque les idées que la Corse avait 20 ans avant triomphent au plan national. Et puis, il faut se rappeler aussi également que la Révolution, à ses débuts, c'est un régime extrêmement décentralisateur, puisqu'il y a des pouvoirs élus partout, et il n'y a rien qui ressemble à un administrateur envoyé par le pouvoir central. Donc en fait, Paoli à ce moment-là est complètement en phase avec la Révolution. Tout comme le jeune Bonaparte est en pleine harmonie avec le vieux général. Napoléon Bonaparte, ce jeune officier donc d'artillerie, choisit, et c'est écrit noir sur blanc par Napoléon lui-même, de retourner servir Pascal Paoli plutôt que de suivre ses camarades à Fleurus, plutôt que de suivre les soldats de l'an 2 qui vont défendre donc la République sur ses frontières menacées par les coalitions monarchistes. Donc Napoléon Bonaparte, en 92, fait le choix de rentrer en Corse pour servir Pascal Paoli et pour être en fait le commandant des armées corses. Mais quand la Révolution se radicalise, Pascal Paoli ne marche plus au même pas. Ce qui va l'en éloigner, ce sont plusieurs choses. Bon, probablement la constitution civile du clergé, même s'il a soutenu sa mise en œuvre en Corse très fortement. Il y a l'exécution du roi, où il exagère d'ailleurs, à mon avis, les qualités du roi, où il dit c'est un saint, etc. Les Français voteraient dans le sang innocent, etc. Donc la violence de la Révolution qui ne lui convient pas. Et puis très vite, il va aussi se heurter à une volonté de recentralisation forte qui est liée à la guerre européenne et à des menaces également sur sa propre vie, qu'on ne peut pas laisser de côté quand même quand on parle de cette rupture. Donc il est clair que c'est une rupture, à l'intérieur du même camp. S'il se situe quelque part, il est quand même dans le camp révolutionnaire.
mais modéré, très modéré, avec l'idée quand même aussi qu'il fait partie de ceux qui ont commencé longtemps avant et qui n'a pas de leçons à recevoir. Donc cette rupture, je crois, a été en partie accidentelle, elle est quand même aussi liée, bien sûr, à des problèmes de fond assez importants. Et également, Paoli a vécu quand même longtemps en Angleterre, bien sûr. Et le système anglais, bon, je ne sais pas s'il croit réellement à la possibilité de l'appliquer à la Corse, mais le système anglais lui paraît à peu près parfait, du point de vue de la liberté individuelle. Le jugement de Paoli sur la Révolution rejoint celui qu'il porte sur Bonaparte. Au fond, ce jeune homme n'y connaît rien, hein, que c'est en quelque sorte un jeune enragé, mais que lui, Pascal Paoli, sait comment il faut conduire les affaires de la Corse, et d'une certaine manière lui montre une forme de mépris, hein, le mépris d'un homme qui a beaucoup d'expérience, qui est rentré dans de son deuxième exil londonien, donc après 1790, qui a connu Ponte Novo et qui n'a pas de leçons à recevoir de ce jeune officier corse. Donc les premières divergences naissent de cela, une sorte de sentiment de filiation non reconnue par le père qui les traite avec un peu de mépris. Bras armé de la Convention, Bonaparte est battu et chassé de Corse par les partisans de Pascal Paoli. Napoléon n'oubliera jamais ce qui restera pour lui comme sa plus humiliante défaite. La Corse et les Corses en subiront les conséquences pendant le Consulat et l'Empire. Vous savez, dans Napoléon Bonaparte, il y avait plusieurs hommes en même temps, hein. Il y avait en même temps l'homme qui était attaché à la Révolution, l'homme qui était attaché à son île, l'homme qui était attaché à Joséphine, hein, si on peut dire. Ça, c'est le Bonaparte. Et puis il y avait donc l'empereur, l'homme du surmoi, l'homme de la puissance, l'homme de la politique de rigueur et de cynisme et de réalisme qui se mêlaient. Donc, auquel s'adresse-t-on lorsqu'on parle de la Corse? Probablement davantage au second qu'au premier. Les Corses, dans leur immense majorité, n'ont que peu pratiqué le culte de l'empereur Napoléon. L'île, dès le Consulat, a été condamnée au quadrillage militaire. Elle servit de laboratoire moderne à une politique coloniale assimilationniste, dont Bonaparte fixa lui-même les règles. Il institua en système la promotion des hommes, du moins de quelques-uns, mais jamais de la Corse. Tout de suite, retrouvez l'histoire de l'île de Beauté sous le Second Empire lorsque Napoléon III intègre massivement les Corses dans l'administration. Régulièrement, Gaz de France vérifie son réseau. 183 000 kilomètres. Mais il restera toujours quelques mètres de tuyaux que nous ne pouvons pas vérifier parce qu'ils sont chez vous. Sauf si vous nous le demandez. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Nouvelle Laguna 2 litres de DCI. 150 chevaux pour la voiture la plus sûre d'Europe. Raphaël, c'est moi. À la minute, à la seconde ou au forfait, avec la ligne France Télécom, c'est toujours un plaisir de téléphoner de chez soi.
Canal Satellite vous offre 5 €. Et c'est parti. Tenue de gala, casaque blanche. Et oui, c'est le moment de découvrir l'émotion des paris par satellite du PMU. Jusqu'au 30 juin, Canal Satellite vous offre 5 € pour l'ouverture d'un compte. Alors, n'attendez plus, regardez Equidia sur la chaîne 53 et pariez en direct de chez vous. PMU, jouez avec vos émotions. En 1965, pendant que l'Amérique succombe au charme du Flower Power, une bande d'irréductibles hippies a décidé de faire la guerre, pas l'amour. Il n'y avait pas de structure, pas de chef. Notre seul principe, c'était choisis ton action et réalise-la anonymement, librement et gratuitement. Les Diggers de San Francisco, jeudi à 20h45. De la famille des ardéidés, l'aigrette garzette installe son aéronnière dans les fourrés ou les arbres des marais. Très friand d'insectes, cet échassier n'en demeure pas moins un redoutable pêcheur. Espèce jadis menacée, l'aigrette aime nicher dans les lieux sûrs et paisibles, fuyant les ravages de l'urbanisation galopante. La Toyota Yaris est équipée désormais d'une nouvelle génération de moteurs turbo-diesel Common Rail. Nouvelle Toyota Yaris, le turbo-diesel proche de la nature. Watching TV, remote control, for you and me. No more screen, watching TV, remote control, for you and me. No more screen, watching TV, remote control, for you and me. Watching TV, remote control, for you and me. No more screen. Charte Aquos, l'image LCD qui va faire disparaître les télévisions. La thèse sur l'origine de l'espèce humaine est la partie la plus controversée de l'histoire de l'évolution. Vendredi, Planète revient sur la théorie du singe aquatique, une idée qui connut son heure de gloire avant de boire la tasse. Autrement dit, une vraie polémique sur un sujet épistémologiquement incorrect. Peut-on courir le risque d'abandonner des milliers d'années d'hybridation et de lâcher dans l'environnement des OGM possédant des gènes d'espèces non apparentées et constater après coup s'ils sont inoffensifs ou pas? Tout est là. Des centaines de tests précèdent la mise sur le marché d'une plante transgénique. Mais qu'en est-il exactement de leur fiabilité? Y a-t-il un péril OGM? Une question qui échauffe les esprits et à laquelle on répondra la tête froide. Alors, à 20h45, l'homme, cet animal surgit de l'eau. Et à 21h40, y a-t-il un péril OGM? Vendredi soir, Planète rapproche la science, les hommes et les mutations génétiques. En politique, chez nous, il est toujours difficile de ne pas faire la part de la légende. Ça, je dirais, c'est quelque chose qui nous habite. C'est comme ça, c'est notre façon de fonctionner. Bien sûr, c'est pas cartésien. Et c'est pour ça qu'à Paris, ils n'y comprennent pas grand-chose, et à mon avis, ils n'y comprendront jamais rien. C'est qu'on a une certaine façon de fonctionner. Je dirais, chez nous, à Paris, 2 et 2 font toujours 4. Chez nous aussi, ça fait 4, mais avant d'y arriver, il faut le temps. N'addormentati per pena, o vidola di mamma, perché mi n'aiutanda. Il faut voir certaines conversations à la télévision. Je suis sûre que la conversation d'aujourd'hui, Daniel, elle ne va pas plaire à tout le monde, mais elle ne va pas déplaire non plus.
parce qu'il y a des choses vraies. Tout est vrai ce que je vous dis. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir? Parlons de Napoléon III, Marie. On ne peut comprendre l'histoire contemporaine de la Corse sans remonter au Second Empire. Pour atténuer sans doute la mauvaise image laissée par son oncle, Napoléon III fit beaucoup pour la Corse et les Corses, qui le lui rendront bien. Faute impardonnable. La période de Napoléon III, c'est essentiellement l'intégration d'énormément de Corses dans l'administration française, c'est-à-dire le début de la réussite de ce qu'on appelait affranchisata, la francisation de la Corse. Et énormément de Corses deviennent, alors ministres, mais aussi tous les degrés inférieurs de l'administration, c'est-à-dire commissaires, et vraiment intègrent l'armée napoléonienne de Napoléon III dans son ensemble. Et quand il y a la défaite de Sedan, 1870, les Corses, comme souvent c'est le cas en France, sont considérés comme coupables de la défaite de Sedan et de la défaite de la France. Et on assiste à ce qu'on appellera plus tard des ratonnades, à la fois à Paris où des Corses sont jetés dans la Seine, et en même temps à Marseille où des Corses sont poursuivis dans les rues du Vieux-Port, sont tués et ensuite jetés dans l'eau. Et il y a la Commune, et très curieusement, la gauche, une partie de la gauche la plus radicale qui a pris parti à juste titre pour la Commune, ces gens-là, ces gens de gauche comme Jules Vallès, comme Clémenceau, vont eux également, sont l'ombre d'une intelligence, expliquer que la Corse est responsable de la défaite de Sedan et demander la séparation de la Corse avec la France. Alors c'est la fameuse phrase de Clémenceau, nous cédons la Corse pour un franc symbolique à l'Italie. Et je pense que ça va être le début d'une espèce de honte qui va perdurer jusqu'à la guerre de 14-18. Ainsi, mis au banc de la société, les Corses choisiront de rejoindre en masse l'administration et l'armée coloniale. Ils en constitueront 30% des effectifs, alors qu'ils ne représentent que 0,4% de la population française. Le sort particulier qui sera réservé aux poilus corses de la guerre de 14-18 est déjà inscrit dans ces chiffres. L'armée coloniale sera utilisée comme chair à canon. Lui mu sempre grida, evviva lo sangue corso. Di 173 ne buide e sevieri, di vaianza non ce n'è stato, eravamo tutti sinceri, e quelli non sono morti, sono feriti o prigionieri. Puide fa un elogio al nostro reggimento, si è battuto con coraggio, malgrado senza armamento, e li fece ai vettu anche un comandamento. Nel canale Len c'era stato più di un corso, sapeva contare tutto, sarebbe lungo il scorso, dalle morti che c'era, lo fiume falava rosso. On les a envoyés faire une guerre. Ils ne parlaient même pas français. Mon grand-père, il a fait Verdun. Je me demande comment il ne parlait pas français. Il est mort, il ne parlait pas un mot de français. Alors, je ne vois pas en quoi, comment pouvait-il être concerné, lui comme d'autres, par cette guerre. Je comprends pas. Et ensuite, à cette époque-là, disons, la période, j'allais dire, on sortait à peine de la période de pacification. On ne pouvait pas dire qu'on était pleinement français, parce que ma grand-mère m'a jamais dit qu'elle se sentait pleinement française. Ce problème ne l'évoquait même pas, puisque ça ne la concernait même pas, à la limite. Je parle de ma grand-mère. Hein. Elle n'attendait rien, elle n'avait rien eu de la France, et sinon son mari qui avait été, disons, maltraité durant cette guerre, et ses proches, ses parents, ses cousins morts à cette guerre. C'est tout ce qu'elle pouvait connaître de la France, c'est tout. Le reste, en question d'avantage, elle n'en avait aucun. De Corse aussi, pourtant, beaucoup de soldats étaient partis la fleur au fusil. Ils déchantèrent très vite. D'ailleurs ici, vers la montagne de Cagnes, il y avait des camps de déserteurs. Parce que quand les gens revenaient pendant grand-père, donc il y a eu 2 permissions, je crois, quand ils revenaient ici, ils voyaient la misère qu'il y avait, ils n'avaient plus envie de repartir. Et donc c'était un état de désolation totale, et je pense que c'était même pas de la colère contre la guerre ou contre la France, je crois que ça a été vraiment une dépression. Les pères de famille de plus de 5 enfants, ce qui était très courant, n'étaient pas dispensés de front. Un front où les Corses étaient systématiquement utilisés en première ligne, sort qu'ils partageaient avec les tirailleurs sénégalais et les soldats bretons. Le 173e régiment d'infanterie, entièrement composé de Corses, fut reconstitué 3 fois. Il laissa à lui seul 3400 morts dans les tranchées.
Aucun département ne paya un aussi lourd tribut. Aucun n'eut autant de gueules cassées, de veuves et d'orphelins. Les Corses n'avaient pas les permissions comme les autres. Hein? Le continental a une permission tous les 3 mois, le Corse tous les 6 mois. Il est vrai que si vous le laissez un peu plus au front, bah, écoutez, il a les chances de récolter quelques balles. Les nombreuses discriminations obligent le député d'Ajaccio à intervenir. Monsieur le ministre de la Guerre, je viens d'apprendre votre décision de n'accorder de permission de détente aux soldats corses qu'1 fois par an. Votre prédécesseur avait établi que les permissions pour la Corse seraient données tous les 6 mois, au lieu de tous les 4 mois pour le continent français. Cette décision, qui avait été acceptée, doit être suffisante. Je vous demande donc instamment, monsieur le ministre, de vouloir bien revenir sur votre décision. Nouvelle protestation quand les classes les plus anciennes sont partout démobilisées, sauf les soldats corses. Moi, je n'ai pas connu la guerre de 14. Bien entendu, moi, j'ai connu la guerre de 40. Mais dans la guerre de 14, j'entendais toujours ma mère qui me disait, lorsque les gendarmes arrivaient et qu'on voyait le maire, les femmes commençaient déjà à hurler. Oimè che è giunto un anno Chavaz. Elle savait que c'était une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle. Il n'y avait que les gendarmes et le maire qui circulaient à ce moment-là pour aller annoncer les mauvaises nouvelles. Ma mère a perdu 2 cousins germains le jour de l'armistice. Et elle avait 17 ans. À la fin de la guerre, il n'y avait plus assez d'hommes de retour au pays pour transmettre le savoir-faire de chefs d'exploitation agricole, d'agriculteurs, de paysans. La Corse n'était riche que de ses vins, de ses oranges, de ses agrumes et de sa charcuterie. Les cochons qui étaient élevés en liberté, qu'on rassemblait au sifflet. Et malheureusement, les tout jeunes n'avaient pas reçu la transmission de ce savoir-faire, ce qui donne comme résultat qu'ils vont chercher à devenir fonctionnaires, douaniers, policiers, fonctionnaires du Trésor, etc., et pas chefs d'exploitation agricole. Et la Corse entre en déshérence économique. Elle était autosuffisante honorablement jusque-là. Elle entre en déshérence économique dans les années 20, suite à cette espèce de massacre de savoir-faire à travers les hommes. C'est d'ailleurs de ce moment-là aussi que remonte le fait que la Corse entre en économie d'assistance, donc la légende de la paresse. Tout le monde dit que les Corses sont paresseux. On n'a trouvé de traces de cette accusation nulle part. Il y a une littérature écrite en Corse, il y a un folklore et des chansons, on les connaît, etc. Il n'y a pas de traces avant 1920. C'est extraordinaire. De cette date vient aussi le mythe du Corse pensionné, alors qu'à l'origine, il s'agit de la dette du sang. Autre conséquence désastreuse, les terres sont mutilées autant que les hommes. L'indivision devient endémique. La loi française ne permet pas aux enfants mineurs, c'est-à-dire aux nombreux orphelins, d'effectuer des partages à l'amiable. Le phénomène de l'indivision avait commencé sous le Premier Empire. Bonaparte a été un enfant infidèle de sa terre et de son pays. En faisant promulguer et établir d'abord, puis promulguer le Code civil, il a piétiné les traditions successorales de Corse. Or, les traditions d'héritage, de partage des terres, n'étaient pas les mêmes que celles du Code civil. Et il y avait une tradition coutumière, alors elle tout à fait chaleureuse, qui était qu'au moment de la mort d'un exploitant agricole, d'un propriétaire, le partage des terres se faisait oralement entre les héritiers debout, veillant son cadavre à la lumière des chandelles. Ce qui est beau, ce qui est assez émouvant, mais qui implique que quand on fait le partage, il n'y a pas de représentant de l'enregistrement, du cadastre, ni des impôts, ni de notaire. Et par conséquent, la parole qui engage la propriété, elle est cautionnée par l'honneur, par le dit. L'honneur est défendu par le fusil. Et comme ensuite la justice n'a su appliquer que la loi, et la loi écrite c'était le Code civil, c'est-à-dire une loi différente, sur la propriété de la terre, c'est-à-dire l'identité collective de toute une famille, comme la justice ne remplissait pas sa fonction,
c'est le fusil qui a été le garant. Et c'est ainsi que beaucoup de familles corses sont entrées dans une espèce de dissidence pour protéger le patrimoine familial. Ce qu'on peut ne pas approuver, mais il faut au moins le comprendre et le connaître. Bonaparte avait réquisitionné les forêts de Pin-la-Riccio, ces pins rares et recherchés dont on fait les mâts de navires pour reconstruire la flotte française après la défaite de Trafalgar. L'administration de Louis-Philippe fit beaucoup mieux au début des années 1830. Les forêts étaient des forêts qui avaient toujours appartenu à la Corse, à l'exception d'une vingtaine de milliers d'hectares qui appartenaient à Gênes. La France a exigé de Gênes la passation des droits de propriété de ces 20 000 hectares de forêt et a décidé de l'arpentage de ces forêts. Donc on a fait venir un maître arpenteur du nom de Racle et il a délimité en gros 140 000 hectares de forêt. Mais en homme honnête qu'il était, il a dit, il a fait savoir au préfet que dans les 140 000 hectares de forêt délimitées étaient loin d'appartenir à l'État. Alors là, on a inventé la nouvelle loi des objets trouvés. On a décidé que les superficies bornées et cadastrées seraient la propriété de l'État si personne ne les réclamait dans le délai d'un an. Moyennant quoi, l'État français s'est approprié des dizaines de milliers d'hectares de forêt qui ne lui appartenaient pas. Il y a des procès qui ont commencé en 1901 ou en 1902 qui sont encore en cours sur la propriété des forêts et qui n'ont pas abouti. Au début de l'Empire, 225 000 hectares de terre étaient cultivés. Il n'en reste plus que 2700 aujourd'hui. Les partages, l'indivision, ça amène des ennuis en famille. Vous avez compris, les gens ne se parlent plus, le morceau de terrain me revient, ce morceau de terrain me revient à moi, celui-là il est plus beau que le mien. Et ça me... J'ai toujours été contre ça, voyez-vous. Je dis qu'un père et une mère doivent prendre des dispositions pour leurs enfants, lorsqu'ils sont en vie. C'è queste cose che sono divisioni di noi, che sono pigliate per la macchia perché i proprietari non sono mica d'accordo, c'est-à-dire che i famiglie non sono mica d'accordo. E poi ci sono che in questo caso un po' di mica unghia perché non hanno con una pizza. Quell'altro, uno non vuole mica vendere, quell'altro non vuole mica vendere, o non vuole mica comprare. L'essentiel de l'élevage en Corse était sur terre collective. Or, le Code civil ne prévoit pas la propriété collective. Et donc, quand le Code civil a commencé à être répandu en Corse, ça a permis à tous ceux qui étaient alphabétisés ou qui avaient fait des études sur le continent, et puis aux Français de passage, les métropolitains devenus fonctionnaires, d'acheter des terres dans des conditions non conformes au droit coutumier local, mais parfaitement conformes au droit écrit des métropolitains, des occupants, pardonnez-moi. Et donc, on a petit à petit démoli aussi les possibilités d'un élevage, sinon transhumant ou du moins collectif, sur des terres collectives de village. Et tout ça a petit à petit détruit l'autosuffisance agricole de la Corse. Pratiquement toutes les familles sont touchées par l'indivision. Il n'est pas rare que les partages pour un lopin de terre concernent 80 héritiers. Pour régler l'indivision, aujourd'hui, le premier problème est d'arriver à financer les mesures de sortie de l'indivision. Je vais vous donner un exemple concret. Nous nous retrouvons face à un dossier pour lequel nous avions de vieux titres de propriété. Donc c'est un dossier assez extraordinaire puisque les parties avaient des titres de propriété. Nous nous retrouvons avec ces titres de propriété. Vous voyez que les premiers datent de 1816. Nous avons pu retracer, grâce à ces titres, toute une succession et remonter jusqu'aux héritiers actuels. Le seul problème aujourd'hui est d'arriver à ce que les héritiers puissent payer ces actes. Pourquoi ? Parce que vous avez un nombre de successions très importantes qui sont disproportionnées par rapport à la valeur des biens et aujourd'hui, les héritiers n'ont pas les moyens de pouvoir partager ces biens. Les arrêtés Milhaud, édictés sous le Consulat et l'Empire, ajoutent leur effet pervers. Exemple. Un père veut partager un bien entre ses deux enfants. S'il fait une donation-partage de son vivant, la succession sera taxée comme sur le continent, selon le droit commun. En revanche, sans donation-partage,
les enfants n'auront que très peu à payer à la mort du père. Donc ces fameux arrêtés n'incitent pas à effectuer le partage du vivant des donateurs. Comment sortir de 2 siècles de choc des cultures qui ont spolié les familles corses? Code civil d'un côté, mesures particulières de l'autre. Ne peut-on pas tout simplement envisager une solution corse et une volonté réparatrice? Si l'on en vient à supprimer les arrêtés Milhaud, on ne fera que renchérir le coût de règlement des successions. Si l'on renchérit le coût des successions, les indivisions ne seront pas réglées pour autant. Du soir au lendemain, l'ensemble du patrimoine corse que personne n'a réussi à s'approprier jusqu'à aujourd'hui va disparaître. Parce que les gens n'auront pas de quoi payer les droits de succession à l'État. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des mesures qui permettent de transmettre le patrimoine par anticipation, c'est-à-dire ne pas attendre le décès pour effectuer la transmission des biens. Cela permettrait déjà de régler les indivisions futures. La plupart des propriétaires exploitants agricoles de Corse n'avaient pas de titre de propriété valide. Et n'ayant pas de titre de propriété valide, ils ne pouvaient pas emprunter au Crédit Agricole pour se développer, puisqu'ils ne pouvaient pas faire hypothéquer leurs terres. Donc on a une espèce de mécanisme cumulatif dans lequel les gens se sont trouvés pris au piège d'une pauvreté croissante sans avoir aucun instrument de défense. Il y a beaucoup de terrains du littoral qui ont été pris comme réserve foncière en fait, par des établissements financiers, tout simplement parce qu'ils ont le temps d'attendre. Face aux menaces sur la propriété de la terre, résistèrent les familles qui pouvaient s'appuyer sur la force du clan. Le clan, c'est le mode d'organisation de la société méditerranéenne, omniprésent en Corse. Le clan, ça donne la force à une famille. Quand vous êtes seul, enfin ceux qui ne vous respectent pas, je parle de ceux qui n'ont aucun respect pour personne, hein, ils viennent, oh, ils vous disent n'importe quoi, même si vous ne faites rien. Quand il y a un clan derrière, les gens hésitent. Et j'en reviens à dire si dispatchem parabellum. Vous avez compris? Donc le clan, pour moi, c'est ça. Évidemment, on le subit des fois. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Les bonnes choses, vous mangez la poulpe. Il faut que vous preniez l'os. Le prisout, il est bon, mais aussi le morceau d'os. Vous en ferez de la soupe de l'os. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien que des tranches de jambon, des tranches de jambon, pas vrai? Eh bien, le clan, il faut un clan. Ils sont heureux, les gens, qui ont le clan dans une famille. Le clan, je vais dire que c'est l'adhésion d'hommes libres qui s'associent pour satisfaire les ambitions de celui qu'ils considèrent comme leur chef. Et en même temps, ils satisfont leurs propres ambitions. Et à chaque échelon de la pyramide, nous avons des gens qui sont situés non pas par amitié ou par, je dirais, indéfectibilité, mais ils sont là en vertu d'un marchandage permanent qui leur permet eux-mêmes de satisfaire à un degré moindre leurs petites ambitions. Il y a une fonction qui était un peu inconnue du mode d'organisation claniste qui est apparue parce qu'elle permettait de connecter la Corse, qui était un territoire périphérique, aux logiques républicaines à partir de 1875. Et là, les chefs de clan, qui étaient des chefs de famille, sont devenus des chefs politiques. Du clan, nous passons alors au clanisme, de la solidarité du groupe à la dépendance au chef de parti, avec son lot de perversions électorales. La décentralisation a accentué ça. C'est le clan qui tient pratiquement toutes les boîtes à fric et toutes les boîtes à emploi. Que ce soit, et je pas me gêner pour le dire, alors que ce soit l'équipement, que ce soit l'ONF, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la culture, que ce soit, je sais pas moi, dans les impôts, ça vous rentrez que si vous appartenez à un clan, compétence ou pas, il n'y a pas de problème. Hein, et vous rentrez. Bon, il est évident que tout l'électorat du clan, il est là-dedans. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on constate malheureusement en Corse que la qualité de la gestion publique
n'est pas véritablement un critère pour choisir les gens aux élections. On se fie beaucoup plus à la tradition. Les plus mauvais gestionnaires sont parfois plébiscités et les meilleurs sont parfois envoyés dans leur but. C'est pas une inquiétude que je manifeste en disant ça pour mon avenir, mais c'est vrai quelque part que je considère que c'est dommage qu'on juge les gens en fonction de tas de choses, leurs déclarations plus ou moins tonitruantes, leur manière d'être, et pas sur la qualité. La seule chose qui devrait intéresser le public. On a en Corse 4500 élus pour 260 000 habitants, ce qui fait un ratio qui tourne aux alentours de 1 élu pour 58 habitants. Alors, vous avez deux lectures à partir de là. Vous avez la lecture des défenseurs de la proximité, qui diront oui, mais c'est un atout. Pourquoi est-ce un atout? Parce que justement, le contact se fait presque de manière directe, personnelle, entre un individu et un élu. C'est aussi une technique de quadrillage de la société qui fait qu'on peut mieux contrôler les gens dans leur volonté d'accéder à une liberté politique, liberté économique, liberté sociale, etc., etc. Dans le mode de fonctionnement politique de la Corse, lorsque cette proximité est si ténue, il y a un dérapage facile qui fait qu'il n'existe jamais de revendications collectives, mais toujours une somme de revendications individuelles. Et là, on se trouve véritablement devant un gros problème, parce qu'on le sait, on ne peut pas régler de manière structurelle les problèmes de l'emploi, les problèmes du développement économique. Il faut les régler par rapport à des décisions qui sont des décisions collectives. Or, la proximité de l'élu et du citoyen fait qu'il y a toujours un service à demander. Ça passe par des réseaux familiaux, des services rendus, des paroles données, ce qui fait que vous avez des gens de gauche qui votent à droite, des droites, enfin le vote est captif pour l'ensemble. Ça commence à s'éroder en ce moment, mais disons que il y a eu un temps le Parti communiste après la libération, il y a eu les nationalistes aussi un temps qui ont ouvert des brèches dans ce système, mais on finit par refonctionner avec la culture qui est la sienne. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez rester maire, le système étant puissant, vous faites comme ceux que vous avez combattus. Et ça se vérifie. Je ne veux pas citer de nom, je ne suis pas là pour polémiquer ni rien du tout, mais je dis clairement que celui qui s'est présenté avec une étiquette nationaliste à un certain moment, au bout de 3 mandats, il est obligé de rejoindre le clan. Si je vous racontais ce qui s'est passé dans mon village, je suis arrivée en 70 en Corse pour m'y installer définitivement. Bon, j'ai été choquée par ce qui se passait dans mon village. À un moment donné, arrive une cohorte de 200 personnes à peu près, des jeunes, cheveux rasés, tous vêtus de la même manière. L'après-midi, refournés qui viennent. Et à ce moment-là, j'ai dit c'est les mêmes. Ils étaient partis au village à côté reprendre une fournée de fausses cartes et ils revenaient voter une seconde fois avec d'autres noms. Ils ne savaient pas comment ils s'appelaient. Ils sortaient de leur poche une carte de vote toute récente, toute fraîchement imprimée, avec un nom. C'était des électeurs bidons, évidemment. C'était des jeunes, des militaires d'un camp de l'Aisne qui étaient venus en avion de l'armée de l'air pour faire les électeurs, les faux électeurs chez nous. On a beaucoup ri dans le passé des morts qui votent, etc. Mais quand on constate que ça a décrédibilisé les élus corses dans bien des cas, eh bien on se pose la question suivante. Est-ce que finalement la violence qui existe en Corse politiquement, ce n'est pas tout simplement le moyen pour certains de s'exprimer parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer réellement, sincèrement et de manière crédible par leurs élus? Alors ça ne nous fait pas rire du tout, l'histoire de la fraude électorale, ce n'est plus du tout une plaisanterie. Je pense que c'est tragique. Alors après on dit les Corses, ils ne sont pas contents, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Bon, et qu'est-ce qui se passait avec nous? Qui défendait ça? C'était des jeunes qui étaient revenus en Corse, qui avaient vécu ailleurs, qui avaient acquis des notions hors clan, je veux dire, des notions démocratiques, et qui se battaient, et qui avaient une haute idée de la Corse et de la démocratie. Vous savez, en 78, dans les premières arrestations du FLNC, stupeur, 3 jeunes de mon village. 3 jeunes gens, très bien, peut-être les mieux du village, mais qui avaient dû à lutter contre ce genre de choses. Comment peut-on parler de démocratie, de suffrage universel encore? Comment ces gens même qui sont aujourd'hui au pouvoir, ça fait des années qu'ils le sont, comment osent-ils parler de démocratie et de suffrage universel? C'est eux qui l'ont assassiné, la démocratie.
et le suffrage universel. C'est eux qui ont fraudé. Ils avaient tout en main. Ils avaient la justice, ils avaient la police, tout avec eux. C'est tout. Il n'y avait qu'une chose qui comptait, combattre le nationalisme. Je parle des 30 années, pour ces 30 années. C'est tout ce qui comptait pour l'État et pour eux, combattre le nationalisme, c'est tout. Alors tout leur était permis. Les élections municipales de 2001 ont toutefois sanctionné le clan dans nombre de ses bastions. À Ajaccio, un médecin pédiatre, Simon Renucci, a entrepris de soigner le mal à la racine. Le clan est arrivé au bout de son chemin, même s'il existera encore demain. Son chemin, c'était quoi? C'est dans cette élection, il apparaît clairement que pour répondre aux pratiques qui consistaient à donner l'emploi, à aller au-delà, on a mis en place un système qui fait qu'on a une municipalité aujourd'hui où il n'y a pas de commande, où on ne sait pas qui fait quoi. Et que donc, dans ce domaine-là, ça a permis d'aller très très loin dans le clientélisme, certainement, même en allant très très loin, vu que les besoins de la société qui est dégradée, qui a de gros besoins face au chômage, ils n'ont pas forcément répondu à l'ensemble des questions qui étaient posées. La seule chose qui puisse empêcher le clan d'être pérennisé, c'est le développement économique. Bon, à partir du moment où un développement économique se produit, à partir du moment où la Corse entre en économie, une véritable économie, les gens n'ont plus besoin d'assistanat et bien entendu le pouvoir du clan se rétrécit, se recroqueville particulièrement. Le clanisme a été en fait un fidèle relais de la politique économique décidée à Paris. Et d'un gouvernement à l'autre, depuis 2 siècles, cette politique économique oblige à se poser une question. La Corse a-t-elle été considérée comme une région ou comme une colonie? On n'a pas une culture économique, on n'a pas une culture d'entreprise, pour une raison très simple qu'il n'y en a jamais eu. Alors quand on dit aujourd'hui l'économie de la Corse est à la dérive, etc., moi la question que je me pose c'est quand est-ce qu'elle n'a pas été à la dérive? Il faut remonter au siècle dernier pour trouver une économie agro-pastorale comparable à celle d'autres régions. Mais depuis en particulier depuis la colonisation, on a décliné. Ma grand-mère me disait, on faisait du troc avec les Italiens qui venaient ici. Il y avait un échange, ce petit port, c'était un petit port pour les échanges économiques. C'était des petits échanges, mais on troquait. D'argent, on n'en avait pas, mais les greniers étaient pleins. Et souvent, elle me disait, jusqu'à quelques années avant qu'elle meure, il n'y a pas très longtemps qu'elle est morte, elle me disait, tellement ça lui était resté pour prouver que la France, c'était pas son problème, finalement, dans le fond. Hein. Elle me disait, tous les ans, elle me demandait si j'avais planté des pommes de terre et les haricots. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas toujours le temps de planter les pommes de terre et les haricots, je ne le faisais pas. Elle me disait, alors, qu'est-ce qu'on va manger cette année? Ça veut dire qu'elle avait vécu en comptant que sur elle-même. Elle ne comptait pas sur la France, tandis que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Et s'il venait à avoir une semaine de grève, je crois que beaucoup maigriraient. Hein. Enfin, moi, ça ne me ferait peut-être pas de mal, mais... En 1818, une loi douanière taxe les produits partant de Corse et détaxe ceux qui viennent du continent, ce qui a pour effet de priver la Corse de ses débouchés commerciaux traditionnels en Méditerranée. Face au mécontentement de la population, est inaugurée cette fameuse politique de compensation qui fera toujours penser aux continentaux que, décidément, les Corses sont des éternels privilégiés. La Corse était dans son coin. Du moment qu'elle restait tranquille, ou on la faisait rester tranquille, tout était parfait. Alors, il est évident que, par exemple, les dispositions de 1818 n'ont été supprimées qu'en 1912. D'ailleurs, il y avait une compensation, parce qu'il y avait une espèce d'aide, donc il fallait une compensation. On avait donné je ne sais combien de francs or annuels pour 50 ans pour cette histoire-là. Et la plupart du temps, l'aide en question servait à construire des gendarmeries. Il y a eu, par exemple, au cours du 19e siècle, parmi ces lois, pour développer le pays, et aujourd'hui, avec la réflexion que nous avons aujourd'hui de ce qu'est une société, comment pouvez-vous comprendre que l'on puisse détaxer le tabac, l'alcool et la poudre,
Est-ce qu'on crée véritablement un développement en détaxant ces trois produits? Les jeunes Corses, comme toujours, ne trouvèrent leur salut que dans l'Exode. Mais la chute de l'empire colonial français reposa avec acuité le problème du développement économique. La France, ça va de Dunkerque à Tamanrasset, la France va de Dunkerque à Bonifacio. Et un territoire qui jusque-là n'avait servi qu'à soutenir la solidification de la République et l'entreprise coloniale, hein, inutile de rappeler combien les Corses ont joué le jeu naturellement, puisque c'était un appel d'air pour éviter qu'il reste en Corse, hein, et le clan a joué un rôle important là, de pourvoyeur de places, hein, et d'emplois dans les douanes, dans l'armée, dans les colonies, etc., etc., etc. Et tout d'un coup, la France va se rétracter sur son territoire hexagonal, qui fait que ce qui n'était pas un problème jusqu'à 1957 ou la fin des années 50 va en devenir un. Qu'est-ce qu'on fait du territoire insulaire? On va se poser la question de savoir si, dans le plan d'action régionale de 1957, si la Corse ne va pas pouvoir récupérer certaines fonctions. Les essais nucléaires dans l'Argentine, hein, puisqu'on voulait faire des essais nucléaires dans l'Argentine, le Sahara, hein, l'Argentine, sur le maintien du chemin de fer, sur le maintien du statut fiscal, hein, les particularités des arrêtés Millau. Vous avez là tout un contexte de revendicatif qui est en fait mené par qui? Par la classe politique traditionnelle, qui tout d'un coup se rend compte que peut-être qu'elle n'a pas bien joué le rôle qu'elle aurait dû jouer, qu'elle a trop joué le jeu de la solidarité républicaine, de la République, de l'Empire colonial, et qu'aujourd'hui on est en train de proposer tout simplement que la Corse devienne un territoire de substitution par rapport à des possessions coloniales. Alors là, tout d'un coup, les élus se réveillent en disant, mais attendez, mais nous, dans cette affaire, qu'est-ce qu'on fait? Dernière séquence, c'est que par exemple en 1957 ou 8 ou 9, je ne me souviens plus exactement des dates, il y avait déjà une colère corse, on faisait déjà sauter quelques sous-préfectures ou quelques perceptions, et le gouvernement, qui refusait de négocier avec des terroristes, en quoi il n'avait pas nécessairement tort, mais qui avait compris qu'il y avait un problème, a créé la SOMIVAC, Société de mise en valeur de la Corse. Elle était dotée d'un important budget pour acheter des terres, les remembrer, c'est-à-dire redécouper les champs, détruire des haies, peut-être en creuser d'autres, irriguer, faire de nouvelles propriétés et les revendre. Il n'était pas question que la SOMIVAC loue des terres et devienne un propriétaire, mais il était question qu'elle revende aux agriculteurs de Corse des terres en bon état. C'est en décembre 61 ou janvier 62 que la SOMIVAC télégraphie à son ministère de tutelle, je ne sais plus si c'était l'équipement ou l'agriculture, peut-être l'agriculture, voilà, premier bilan, nous avons bien travaillé, à 400 lots prêts à être mis à la vente, nous le ferons en février 62. Télégramme de Paris en réponse, bravo, beau travail, mais 90% des lots mis à la vente seront à réserver pour les pieds noirs qui vont rentrer d'Algérie. J'ai bien dit 90%. À 15%, tout le monde aurait compris, les Corses auraient volontiers accepté. À 50%, ça aurait été un peu dur. À 90%, c'est une incitation à la guerre civile. L'adoption par le Conseil des ministres en août 1971 du plan d'aménagement de la Corse mettra aussi l'île sur le feu. Ce plan prévoit de quadrupler le nombre de lits touristiques en 15 ans. Pire, il envisage de faire passer la population insulaire de 210 000 à 320 000 habitants par une immigration continentale et étrangère. Sur l'île, on parle aussitôt de disparition programmée du peuple corse, et le discours se radicalise. Un jour, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, découvrant, pour des raisons que je ne connais pas, qu'il y avait un problème, décide d'établir la continuité territoriale. La continuité territoriale, c'est une décision de comptabilité publique administrative qui visait à faire que tout transport entre la Corse et la France, passagers ou marchandises, ne coûte pas plus que si c'était par le chemin de fer, c'est-à-dire que s'il y avait une vraie continuité. Les surcoûts liés à l'insularité devaient être compensés par l'État. Bonne décision, très bien, bon, bravo. Et puis on n'entend plus parler de rien. Ensuite, M. François Mitterrand gagne une élection présidentielle, et c'est à ce moment-là, sur une enquête lancée par moi, ministre de l'Agriculture, que je découvre
que la décision de M. le Président de la République Giscard d'Estaing avait été appliquée pour les voyageurs. Ça se voit, ils sentent tout de suite, ils payent tout de suite, donc pas de problème. Et en marchandises, elle avait été appliquée dans le sens des exportations de France vers la Corse, de France métropolitaine, mais pas dans le sens des exportations de la Corse vers le continent. La Corse fait partie de la métropole, ne nous trompons pas. Ce qui était extraordinaire, et c'est probablement le fruit de pression des importateurs, des milieux économiques ou d'un sabotage de l'administration, enfin je ne sais. En tout cas, ça voulait dire que les oranges corses avaient, depuis Ajaccio ou Bastia, des frais de transport vers Marseille plus chers que les oranges d'Israël. Les agriculteurs corses, non seulement ont des difficultés de mise en marché, parce qu'on les oblige en fait à aller sur Marseille, parce qu'on a un monopole, c'est le monopole de destination. Les clémentines, il faut les amener à Marseille. Et puis après, on prend la Nationale 7, on monte vers Rungis, et à Avignon, on rencontre les convois de clémentines qui arrivent d'Espagne. On pourrait beaucoup plus facilement passer par Livourne, aller en Allemagne, à Munich, parce qu'en une seule journée, on peut aller à Munich ou à Vienne, ou à Prague même. Non, la continuité territoriale n'est valable que Bastia-Marseille, Ajaccio-Marseille ou Ajaccio-Nice. Voilà. Nous avons un monopole de destination et pratiquement, dans les faits, le marché autre que le marché continental français nous est interdit. Certains disent « la Corse coûte cher ». D'autres répondent « il faut bien payer les fonctionnaires et les militaires en plus grande proportion ici qu'ailleurs ». On doit aussi parler de retard séculaire et se poser la question de savoir où va l'argent. Il est communément admis par la presse et par un grand nombre de responsables parisiens que la Corse coûte très cher. On a même dit la France entretient une danseuse en Méditerranée. C'est tout à fait vrai. Il y a énormément d'argent qui arrive en Corse, mais qui repart aussitôt. Je vais vous citer un exemple concret, qui est celui, par exemple, de Danone, qui est propriétaire d'eau minérale, de bière, de pâtes, etc., etc. Danone reçoit plus de subventions par continuité territoriale interposée que l'ensemble des éleveurs corses. Donc c'est vrai que la Corse coûte cher, mais l'argent repart à des destinataires qui sont sur le continent. Dans ce contexte, l'agriculteur corse, petit pousset qui chausse de lourds sabots face à l'ogre administratif, se demande à quelle sauce il va être mangé. Parce qu'on est aux normes européennes ici. On est déjà aux normes européennes, il ne faut pas oublier. On est au Moyen-Âge, mais on a fait un grand bond, on est déjà aux normes européennes. On a oublié tout, on n'a pas passé, on a brûlé toutes les étapes. Il faut croire qu'on est capable. Bien, aux normes européennes, c'est pratiquement impossible, quoi qu'on dise. C'est pratiquement impossible. Au niveau de la viande, un exemple qui me touche, hein, la Corse, la Haute-Corse, on a importé pour l'ordre de 20 milliards, quelque chose comme ça, de viande. Bien. Et comble, pour importer cette viande, l'État, par le biais de la continuité territoriale, donne au transporteur 1,2 milliard de centimes par an. Et moi, je ne peux pas vendre mes veaux. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'abattoir. Et tous les ans, on donne 1,2 milliard de centimes pour transporter cette viande. Alors j'ai calculé qu'en 20 ans, on aurait pu faire à peu près entre 20 et 40 abattoirs. Lorsque vous avez un problème à régler, vous avez autour de la table tous les services de l'État, plus la collectivité territoriale, plus le département, plus la commune, plus le porteur de projet. Vous vous rendez compte? Le nombre d'avis conformes qu'il faut obtenir pour prendre une décision. Et après, vous avez le phénomène des financements croisés, qui vient accroître les difficultés de mise en œuvre des politiques. C'est la raison pour laquelle je vous disais, mais ça c'est pas propre à la Corse, hein, pas du tout, hein, encore une fois, hein, c'est un constat qu'on fait au niveau de la décentralisation française, on se rend compte que ce système-là, d'une certaine manière, il n'est pas efficient. Toutes ces strates administratives qui se superposent et qui font que un dossier part de l'un, va à l'autre, passe au troisième, revient au premier, vous repassez en commission, on vous donne un arrêté de subvention,
qui part à la trésorerie générale pour être payé, mais qui ne tombe pas dans le temps imparti, ce qui fait que vous sautez encore 2 mois, qui saute encore 2 mois parce que le temps que ça revienne. Et malheureusement, la vie, elle continue. La vie du quotidien, c'est celle où vous mangez, vous dormez, vous avez des bêtes, vous achetez du foin, vous achetez de l'aliment, et vous faites des clôtures. Et malheureusement, ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement, ça demande du temps sur le terrain, et non pas à courir à droite d'un bureau à l'autre pour faire avancer son dossier, parce que malheureusement, il se perd de temps en temps entre un bureau et l'autre. Il y a une somme de contrôle qui peut-être n'apparaît pas sur le continent, alors qu'ici elle est décuplée. Voilà le problème où il est qu'on a mal au ventre de voir qu'on a beau se démener, et que même si on propose des choses qui sont constructives, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on n'a pas d'oreilles pour nous écouter, et que ces oreilles, malheureusement, elles ont l'image que nous donnent un peu ces médias qui disent constamment de la Corse, ou plutôt qui mettent en avant constamment de la Corse les quelques affaires qui salissent tout le reste de la profession. La France a un problème évident de corruption publique. Un très grave problème de corruption publique en France, beaucoup plus grave que celui que l'on trouve en Italie, en réalité, en Allemagne, ou en Espagne, ou en Grande-Bretagne. Et en plus, la corruption publique est très peu punie en France. Elle n'est pas punie avec la sévérité avec laquelle elle est punie dans d'autres pays. Au lieu de dire la France est un pays qui a un grave problème à cet égard, on dit il y a un problème particulier en Corse de corruption publique. Il y a un problème de corruption publique en Corse, mais il n'est pas plus grave que celui qu'on trouve en moyenne en France. Les frégates de Taïwan, ce n'est pas un problème corse. Un problème qui représente une corruption de l'ordre d'1 ou 2 milliards de francs pour la classe politique française. Certaines professions, comme les éleveurs et les agriculteurs, finissent même par désespérer. Tous ceux qui disent quelque chose sur le développement économique de la Corse ou sur la défense des intérêts de la Corse, tout ça, c'est faux et archi-faux, ce sont des arnaqueurs. Si on était à quelques années en arrière, je pense qu'ils n'auraient pas hésité à nous liquider purement et simplement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des milliards en jeu. Il y a des milliards, le tout tourine, point à la ligne, et c'est tout. Donc on doit disparaître. Maintenant, comment, j'en sais rien. Pour le moment, je n'ai pas envisagé cette solution en ce qui me concerne. Pour le moment, j'ai toujours physiquement et puis pour le moment, physiquement, je continue toujours beaucoup sur mon physique. Pour le moment, ça va bien, et tant que je peux, je me battrai, et puis le jour où je ne pourrai plus, et ben, c'est où je le fasse. Je pense que j'aurai passé le relais, que d'autres prendront la relève. Et puis, si ce n'était pas le cas, je ne serais plus là pour le voir. Voilà. Faire de la Corse le bronze cul de l'Europe et le Las Vegas de la Méditerranée. Certains depuis longtemps y songent. La lutte contre la spéculation immobilière, cheval de bataille des mouvements nationalistes, est aujourd'hui partagée par une grande partie de la population. Je suis nationaliste et je le revendique haut et fort. Mon équipe ne l'est pas. Il y a des gens de sensibilité nationaliste dans mon conseil municipal. Il y a des gens qui ne le sont pas. Mais ce qui nous a unis, c'est justement cette même conception du village. Préserver véritablement notre village pour que notre village garde une âme et ne devienne pas une de ces banlieues, même si ce sont des banlieues ajaxiennes, où finalement les gens vivent dans les lotissements sans aucune convivialité, sans aucune solidarité. Je crois que cette prise de conscience dépasse aujourd'hui les seuls nationalistes, et que ceux qui ont essayé à un moment donné de convaincre pendant des années, s'ils sont sérieux, s'ils ont montré, à la limite, j'allais dire, leur qualité de travail, de persévérance, recueillent aujourd'hui les fruits parmi la population, tout simplement. Il y a 3 ans, le maire et l'équipe municipale sortante ont donné sans aucun problème l'autorisation de lotir, là en bord de mer, sur la colline qui est en bord de mer, un lotissement de 40 villas qui allait complètement détruire le site, ce qui fait finalement la beauté et presque l'âme de Villanov. Donc notre équipe, qui était déjà sur le terrain à l'époque, a réagi, a sensibilisé la majorité de la population,
Et comme il s'agissait d'un lotissement et qu'il y avait enquête publique, on a réussi à faire déplacer, ce qui est peu commun en Corse, 180 personnes à la mairie pour signer l'enquête publique et donner un avis contre. Et finalement, la commissaire enquêtrice, parce que c'était une femme, a émis un avis très défavorable grâce à notre équipe et grâce à l'aide de la population, et le lotissement ne s'est pas fait. C'est pas avec une loi qui régit l'environnement et le domaine maritime qu'on va s'opposer à la spéculation. La spéculation, c'est un problème financier. Pour résoudre un problème financier, il faut un code des investissements. Il suffit, on peut faire la liste des sites remarquables et faire ensuite, en plus, un code des investissements qui dirait, par exemple, toute acquisition de terrain dans le but d'une revente immédiate, par exemple dans les faits couramment par les lotisseurs et les promoteurs, est interdite. C'est-à-dire que toute acquisition de terrain qui est revendue dans les 15 ans qui suivent paye 200% de taxes sur la valeur du terrain. Moyennant quoi, il n'y aurait aucun risque de spéculation. Je crois qu'on ne peut pas dire que le tourisme soit l'unique voie de développement de la Corse. Et c'est une voie tout à fait essentielle. Qu'on ne dise pas que des économies ne peuvent pas se fonder sur les tourismes. Je vous cite une grande partie de l'Irlande et le Tyrol, et vous verrez qu'une économie se fonde très bien sur le tourisme. Vous trouverez ce que c'est que la prédominance d'un tourisme qui s'appuie sur l'habitant, qui s'appuie sur le bed and breakfast ou la chambre d'hôte, qui s'appuie sur une internalisation de l'investissement et donc du profit sur la population, et vous trouverez le meilleur rapport bénéfice sur investissement de toute la planète. Derrière, il y a autre chose. Il y a une certaine forme d'agriculture qui, d'ailleurs, au fond, est quelque chose qui revient tout à fait à la mode et qui revient en plein dans le marketing. Nous avons d'ailleurs la chance, en Corse, d'avoir des projets de développement, enfin les seuls qu'on puisse faire réalistement, qui cadrent parfaitement avec l'évolution la plus récente du marché. C'est frappant en matière de tourisme, c'est frappant en matière d'agriculture, et qui en même temps sont parfaitement compatibles avec ce que nous entendons protéger nous autres, non seulement pour nous Corses, mais pour la terre entière, la qualité exceptionnelle de notre environnement, de nos paysages, notre patrimoine. Je fais de la culture légumière, je fais de l'ovin-viande pour tout transformer dans une ferme auberge. Et malheureusement, c'est une spéculation innovante, c'est-à-dire que je n'ai pas d'intermédiaire, je transforme tout moi-même. Or, le gros problème, c'est que l'agriculture française n'a pas encore pris ses marques au niveau de l'agrotourisme. La Corse subit en quelque sorte le tropisme français. Pourquoi? Eh bien parce que si vous faites une analyse des 14 États membres de l'Union européenne à l'heure actuelle, vous vous rendrez compte très rapidement que l'ensemble des États membres de l'Union européenne ont fait leur réforme et leur évolution administrative. Ils ont supprimé parfois à la serpe le nombre des communes. Ils ont doté leur organisation politico-administrative d'échelons qui sont des échelons pertinents pour mener à bien des politiques de développement économique. Lorsque vous regardez le nombre de collectivités territoriales qu'il y a en France, la France à elle seule a autant de collectivités territoriales que la somme de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. La Corse a été vraiment très maltraitée par les gouvernements de la République dont pourtant elle était partie. Alors il faut s'en souvenir, et comme il n'y a pas l'équivalent ni en Bretagne, ni au Pays Basque, ni en Flandre, ni en Alsace, il y a quand même un problème particulier à la Corse qui suppose, à mon avis, que la Corse ait sur place la possibilité de prendre des décisions rectifiant, corrigeant ou réorientant des lois et règlements qui ne sont pas adaptés et qui ne lui permettent pas de prendre en main son avenir. Alors qu'on arrête un petit peu de nous faire toujours des leçons de morale. Vous savez, nous en avons à revendre de la gentillesse, de la probité, de la générosité. Nous en avons à revendre. Seulement voilà, il ne faut pas nous heurter. Ça c'est vrai. C'est peut-être un de nos défauts, peut-être une qualité. Mais moi je crois plutôt que c'est un défaut.
si vous leur parlez gentiment aux Corses, si vous respectez sa terre, eh bien, j'aime autant vous dire que vous ne serez pas déçus. J'ai entendu l'autre jour au Sénat un sénateur tout à fait honorable, M. Texier, qui me faisait tout un discours sur l'éducation en Corse, sur le fait qu'on apprenait ou pas le corse, sur le fait que ce serait un problème pour les parents de demander une dispense s'ils ne voulaient pas l'enseignement du corse. Je l'ai laissé parler, puis je lui ai demandé simplement, Monsieur le sénateur, est-ce que vous avez une fois mis les pieds en Corse? Il m'a dit non. J'ai dit, très bien, ça clôt le sujet. A lingua. Un ceppo in udarium, ma lasci da gumuma, chi mantiene a Villetta e ci conta a Vanduma. Bisogna a tenere memoria per continuare la storia. A lingua. Una stanga, ne martione, ma una chiave per domani. Offerta di un didiccio quando si intrecciano i mani. Sempre a lingua, incitato, a ceppa e l'uomo sbarcato. Toute langue pratiquée à égalité avec une autre, donc en l'occurrence le corse et le français, facilite l'apprentissage d'autres langues, puisque les mécanismes acquis peuvent servir pour tout autre apprentissage. Et particulièrement pour le corse, puisque c'est une langue romane très proche des origines, hein, le corse est plutôt plus archaïque que l'italien par rapport au point de départ latin, donne une ouverture sur l'ensemble des autres langues romanes, à savoir donc les langues officielles bien sûr, comme l'italien, comme l'espagnol, comme le français lui-même, hein, puisqu'évidemment les deux sont des langues romanes, même si le français a beaucoup plus évolué par rapport au latin, et également même des langues régionales, hein, de France ou d'ailleurs, comme le catalan ou comme l'occitan. Être corse, c'est réellement avoir la connaissance d'une langue, d'un mythe collectif. C'est l'acceptation totale de tous nos paradoxes iliens et terriens, à la fois, ne supportant aucune loi. Ça, il faut le dire aussi, c'est malheureux, mais il faut le dire. Paradoxes qui, comme toujours ici, peuvent être la pire et la meilleure des choses. En septembre 1943, la Corse est ainsi le premier territoire à se libérer, sans l'aide des armées alliées, d'une occupation italienne et allemande forte pourtant de 100 000 hommes. Et si finalement l'histoire de la Corse ne se résumait à rien d'autre que cela, une terre où il y eut parfois des seigneurs, mais jamais d'esclaves ni de serfs, un peuple qui a trop goûté à la liberté pour en oublier le goût. D'où cette furieuse envie de la chanter, depuis toujours, à plusieurs voix. J'ai au fond un rêve pour la Corse. J'aimerais que ce ne soit plus un objet de passion, de manipulation, de grands discours. Je voudrais qu'on nous laisse être nous-mêmes dans la France, dans la République, dans l'Europe, avec, comme les autres régions d'Europe en tout cas, et demain de France, un pouvoir autonome, parce que c'est la nature des choses qui veut qu'on ait un minimum de pouvoir autonome sur le plan politique, que l'on respecte notre langue, notre culture, tout en considérant que nous sommes des gens ouverts à la nation française, ouverts à l'Europe où nous sommes, ouverts au monde. Je crois qu'on l'a beaucoup démontré au cours des siècles en réalité, au cours des guerres vis-à-vis de la France, au cours des siècles vis-à-vis de l'Europe, et au cours des siècles aussi vis-à-vis du monde, puisqu'on a joué un rôle beaucoup dans l'expansion. Donc je crois que l'on soit traité normalement. On ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.